Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, du rab pour Gilles Courtex. Le mandat du président du MEDEF Lyon-Rhône devait prendre fin en ce mois de janvier, mais il avait obtenu le décalage de 6 mois de l'élection après un grave accident de moto. L'objectif est de lui laisser le temps de la réflexion sur son envie de briguer ou non un nouveau mandat à la tête de l'organisation patronale. Biomérieux annonce le rachat total de l'UMED. Les deux groupes collaboraient depuis 2017. La société canadienne de logiciels a créé un système qui soutient les hôpitaux dans l'optimisation des prescriptions d'antibiotiques. L'opération est estimée à 9 millions d'euros pour Biomérieux. Et puis la maison Le Jaby, placée en redressement judiciaire à sa demande. Ce fleuron de la lingerie à la française connaît de nouveaux problèmes avec une dette d'exploitation de plusieurs millions d'euros. Le Jaby avait survécu à son dernier redressement judiciaire en 2011, entraînant toutefois le licenciement d'un tiers des effectifs. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler de publicité. La publicité qui, depuis 40 ans, fait partie de notre quotidien. Il y a la publicité partout, on en trouve sur les écrans, à la radio, sur les affiches, sur le net. Mais il y a quand même une évolution autour de la publicité, puisque les règles changent, les supports doivent s'adapter. Par exemple, quand on parle de règlements locaux de publicité, on peut avoir des suppressions de flyers, des suppressions ou des réductions de taille de panneaux d'affichage. Tout ça au nom du respect de l'environnement. Donc ça veut dire que les annonceurs, en tout cas les médias, doivent s'adapter. Aujourd'hui, on va en parler avec un spécialiste de ce domaine-là, qui est le dirigeant de la société Philop Media, c'est monsieur Manuel Berland, avec qui on va faire un point d'abord sur son produit, qui est un produit assez original, et surtout avec qui on va parler de la publicité en général. Manuel Berland, bonjour. Bonjour Damien. On va commencer par parler de la société Philop Media. Elle date de quand? Quelle est l'origine de cette société? Qui a eu l'idée? Dites-moi tout. Alors cette société, elle est véritablement née d'un projet d'étudiant en fait en 2004. On a été étudiant en master à l'UP d'Annecy, tout simplement. Et à ce moment-là, en fait, on réfléchit à la publicité, quelle est l'efficacité dans le domaine de l'affichage extérieur. On réalise un mémoire et on a l'occasion de parler au numéro 3 du JC2Co Albert Asseraf, qui nous accorde une interview et qui nous dit que le futur de la publicité, c'est une publicité qui est quantitative, qualitative et qui parle, qui entretient une relation assez étroite avec son audience. Donc on réfléchit pendant un petit moment et puis on commence à développer un projet tout simplement au cours de ce Master 2. Et un jour, on fait le plein du véhicule de ma mère, en l'occurrence. Et à ce moment-là où je fais le plein, je me dis, mais c'est à ce moment-là où il y a un moment d'attente, où l'audience, effectivement, elle est captive, elle n'a rien à faire, elle s'ennuie. Et on pourrait lui communiquer à la fois de l'information et de la publicité. Donc à partir de ce moment-là, on a développé le projet. À la fin de cette année-là, on nous a dit votre projet il est fabuleux. Néanmoins, vous avez deux problèmes. Le premier, c'est que vous êtes trop jeune, parce qu'à l'époque, en 2004, l'étudiant entrepreneur, c'était vraiment un vœu pieux. Et la deuxième raison, c'est qu'on nous a dit la France n'est encore pas prête. Je rappelle qu'à l'époque, en 2004, l'épaisseur d'un écran plat, c'est à peu près ça. Donc technologiquement, c'était pas prêt non plus. Donc on est parti travailler. Et puis un jour, malgré des beaux salaires et des belles situations, on s'est dit on a ça au fond du cœur. Il faut impérativement qu'on puisse se lancer et réaliser ce rêve. Alors, j'imagine qu'il y avait un autre frein à l'époque, qui était le frein des moyens, parce que ça nécessite des investissements importants, mais on aura l'occasion d'en reparler. Quand vous vous êtes lancé, vous avez regardé les données chiffrées. Vous avez des données chiffrées sur le nombre de passages à la pompe des Français. Alors, il y a 40 millions de véhicules en France, mais je pense que pour vous assurer une rentabilité, vous avez regardé ça en premier. Bien évidemment, quand on se lance en 2011, on a d'abord effectivement, nous, un partenariat stratégique avec une société qui équipe les stations, qui fait les travaux en station, qui fait la maintenance, c'était notamment indispensable. Et ensuite, on a eu cette réflexion de se dire, globalement, chaque semaine, vous avez 20 millions de véhicules qui roulent. Il y a un parc, effectivement, qui est composé de 40 millions, mais vous en avez 20 millions qui roulent tous les jours. Et l'idée, ça a été de se dire, allons chercher les stations qui drainent le plus de flux, c'est-à-dire les stations qui sont en périphérie des centres-villes, dans les zones commerciales, de type, par exemple, chez Carrefour, qui est notre partenaire. Ça peut être d'autres anciennes, etc., ou des pétroliers comme Total, qui est aussi notre partenaire, parce que l'idée, c'était de se dire, allons où il y a du flux, flux égale audience, égale aussi centre d'intérêt pour les annonceurs. Alors, quel est votre modèle économique? Vous allez chercher des annonceurs, mais quelle est votre relation avec le distributeur? On va dire que j'ai deux clients. Le premier, on va l'appeler les partenaires, donc c'est Total, Carrefour, par exemple. Et l'autre, effectivement, c'est le client, c'est l'annonceur. La proposition que je fais à une GMS ou un pétrolier, elle est assez simple.
je vous équipe gracieusement avec mes écrans. Ça vous permet de moderniser dans un premier temps votre station. Je vais vous accorder 3 fois 10 secondes sur la boucle de diffusion afin de communiquer certains messages à l'audience pour générer tout simplement du drive to store et de l'information générique sur votre société, qui vous êtes, ce que vous faites. Les 9 fois 10 secondes, je vais les conserver pour Philips Media, pour aller vendre de la publicité auprès d'annonceurs locaux, régionaux ou nationaux. Et à la fin de l'année, on fait les comptes. Et il y a une partie de ces revenus qui revient aux partenaires, à l'enseigne qui m'accueille, tout simplement. Alors, est-ce que, un, vous avez de la concurrence, et deux, est-ce que ces distributeurs d'essence, de gasoil sont eux-mêmes équipés et finalement peuvent se passer de vous? Aujourd'hui, je n'ai pas de concurrence directe. C'est-à-dire que sur le segment de la station-service, on est les seuls. Il y a un petit acteur local dans le sud-ouest, mais qui est assez petit, avec qui on a des très bonnes relations. Sans lui manquer de respect, je ne peux pas parler effectivement de véritable concurrence, plutôt d'un confrère. En ce qui concerne les GMS ou les pétroliers, non, ils n'ont pas intérêt à développer eux-mêmes leur concept, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à mettre en œuvre d'un point de vue technique. C'est une certaine organisation d'un point de vue commercial. Et puis, je dirais que le bénéfice, il est parfait pour eux. On vient, on arrive avec du matériel, on s'occupe de tout, on se charge de tout, on réalise leur communication, et en plus de ça, on pourvoit effectivement des revenus financiers. Donc c'est plutôt quelque chose qui est assez sympathique. Donc pour eux, c'est tout bénef en fait. Vous prenez tout en charge de A à Z. Exactement. Alors, est-ce que, c'est une question que je me suis posée quand j'ai étudié votre dossier, est-ce que quand on fait son plein, on peut avoir l'attention détournée par un écran, ou est-ce qu'on est hyper concentré sur son plein? Est-ce que vous avez fait des études d'impact? Alors, on a fait des études d'impact, on en fait même régulièrement auprès de 3000 automobilistes sur toute la France pour savoir quelles sont les habitudes de consommation en station-service. Comment est-ce qu'on se comporte? Quelle image on a de la station-service? Quels sont les réseaux qui sont effectivement dits premium ou choyés par les Français? On s'aperçoit d'une chose, c'est que concernant en fait nos écrans, on a 83% qui ont un avis favorable à leur présence, parce que c'est jugé comme innovant, ça permet de passer le temps, etc. On diffuse de la publicité locale très très souvent, donc ça leur permet aussi de reconnaître le restaurateur chez qui ils vont, leur salle de gym, le carrossier, etc. Donc c'est plutôt bien perçu. Et sur la dernière étude qu'on a fait au mois d'août, il y a 71% qui déclarent visionner effectivement la publicité pendant leur plein, et il y a 100% qui déclarent l'avoir entendu, parce qu'on a cette spécificité. On est à la fois, je dirais presque, un média DOH, c'est-à-dire un écran numérique à l'extérieur, mais également une chaîne de télé, puisqu'on diffuse à la fois de l'image et du son pendant que la personne fait son plein, ce qui améliore quand même la compréhension. Alors, est-ce que vous arrivez à capter des annonceurs qui ne vont pas sur d'autres supports, justement parce que vous avez une spécificité? Je dirais que naturellement, bien évidemment, c'est en faveur de tout ce qui est automobile, puisqu'on va toucher 100% de la cible utile. Est-ce qu'ils iraient forcément uniquement sur ce support-là et pas d'autres? Ça peut arriver, parce que l'année dernière, avec 95% d'annonceurs locaux, vous avez forcément des réparateurs de pare-brise, des carrossiers ou même des propriétaires de salles de gym qui ont un budget qui est assez restreint et qui effectivement le consacrent à Philips Media parce qu'ils sont sûrs de toucher globalement 100% de la zone de chalandise et 100% globalement de leurs clients potentiels. Donc pour eux, c'est effectivement quelque chose d'assez intéressant. Alors vous avez préempté la question que j'allais vous poser après, justement sur le coût. Quel est l'intérêt, quel est le montant et quel pourcentage moins cher que les autres? On est sur des coûts qui sont aujourd'hui très raisonnables. Et en plus qui vont être étalés sur l'année, ce qui est pas mal pour la trésorerie de nos annonceurs, puisqu'on a été nous aussi très très petits, et on sait que la trésorerie pour un entrepreneur c'est toujours un sujet assez central. Donc on va prendre le cas d'une station par exemple Total, plutôt bien passée, ça va lui coûter 5 000 € pour 1 an de diffusion, on va lui prélever un montant au départ, et ensuite on va lui faire 11 mensualités tout au long de l'année, ce qui fait que c'est une dépense qui va passer quasi inaperçue, et qui est tout à fait supportable et qui leur permet d'être constamment visibles auprès de tout le bassin environnant. Est-ce qu'avec les évolutions sur la réglementation de la publicité, on le voit par exemple dans la métropole de Lyon, on part sur une disparition, une suppression, une interdiction des écrans numériques, est-ce que vous ne risquez pas aussi de subir cette réglementation? Alors très honnêtement, c'est un vaste sujet. Moi je ne suis pas législateur. Je vais plutôt me recentrer sur mon produit et me dire finalement qu'est-ce qui pourrait inciter à les laisser, tout simplement parce que depuis 12 ans, on a une vision qui aujourd'hui est pile dans ce qui doit se faire, pile dans la tendance. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, on a des écrans qui sont dans les stations-service, c'est-à-dire ce n'est pas un lieu effectivement où on aime passer des vacances, où on aime passer du temps, c'est un lieu obligatoire qui est là, c'est un lieu technique, donc je ne gâche la vue de personne.
On est sur une taille effectivement raisonnée qui s'adresse à une seule personne à la fois, le client. On a une consommation qui est la plus faible du marché, puisque nos écrans consomment l'équivalent d'une télé domestique, de ce que vous avez dans votre salon. Et en plus de ça, on a un argument phare de plus en plus, qui est que les GMS nous incluent dans leur dispositif pour soutenir la suppression du prospectus. Ce qui veut dire que la présence de ces écrans, avec d'autres dispositifs, bien entendu, permettent de dire aux GMS, on arrête la distribution de prospectus, ce qui fait qu'indirectement, aujourd'hui, avec notre positionnement, on ne gêne personne, on est relativement discret en termes de taille, une consommation faible, et en plus de cela, on va permettre la suppression du prospectus. Je crois que globalement, on parlait de 15 milliards de prospectus distribués chaque année. Donc si on peut contribuer à cet effort-là, je pense qu'on peut qu'en être fier. Alors, j'imagine donc que votre société est en pleine croissance. Donnez-nous quelques chiffres sur le nombre de salariés, sur le nombre de stations essence dans lesquelles on peut trouver éventuellement vos écrans, et puis sur votre chiffre d'affaires. Bien sûr. Aujourd'hui, en termes de croissance, entre 2019 et 2023, on a connu 159% de croissance. En termes d'effectifs, c'est 58 salariés, donc 25 à Lyon, le reste sur la France. La récente signature du contrat Carrefour nous a amené à embaucher des collaborateurs et va nous amener à embaucher encore plus de collaborateurs. Je pense qu'à horizon 3 mois, on sera 70. Et le chiffre d'affaires de l'année dernière, c'est 7,3 millions. Pour cette année, on a connu une très belle année, puisqu'on est en bourse, donc je ne peux pas vous donner tous les détails. Je peux en revanche communiquer sur ce qui a déjà été publié. Sur le premier semestre, c'est 21% de croissance, ce qui est quand même pas négligeable. On est globalement sur des tendances à peu près similaires, ce qui devrait nous amener à clôturer l'année entre 8 et 10 millions d'euros pour donner une fourchette assez large, donc avec une croissance qui sera similaire à ce qu'on a connu par le passé. Et une accélération massive, puisque je viens d'en parler, on a signé un contrat avec Carrefour en mois de septembre, qui nous a permis de rajouter 250 stations supplémentaires à ce qu'on avait à disposition. Pour rappel, à l'heure actuelle, on en a 630, plus les 250, ça fera 880. On devrait prochainement équiper un réseau avec 300 stations-service complémentaires, ce qui nous permettrait de rajouter 550 stations et d'avoir un parc global de 1150 stations, ce qui devrait nous permettre de toucher chaque semaine 10 millions d'automobilistes. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début? Je vous ai dit qu'en France, il y avait 20 millions d'automobilistes qui roulaient chaque semaine, ce qui veut dire qu'avec ce parc-là qui sera déployé en 2024, un automobiliste sur deux passera chaque semaine devant les écrans de Philips Media. Alors, une station essence, c'est combien d'écrans à peu près? 2, 3, j'imagine? En moyenne, on va dire que vous avez 5 appareils distributeurs. Ça veut dire que ça va être une dizaine d'écrans. D'accord, oui, donc c'est un bloc fait 2 écrans. On ne peut pas passer à côté. Vous me disiez que vous êtes coté en bourse. Vous l'êtes depuis quand? Et qu'est-ce qui a motivé cette entrée en bourse? Vous n'êtes pas rentré en bourse dès le début, j'imagine. Non, on est rentré en bourse le 29 juin 2022. C'est-à-dire que ça fait à peine plus d'un an et demi, on va dire, pour faire simple. Ce qui a motivé la décision, c'était assez simple, c'est qu'effectivement, vous l'avez souligné tout à l'heure, on a une activité qui est assez capitalistique au départ. Équiper un réseau de 100 stations coûte aux environs de 3 millions d'euros. Donc c'est un petit peu compliqué si on n'a pas les fonds propres pour pouvoir se déployer. Donc il fallait concrètement se financer. On avait fait des premiers tours de financement avec des entrepreneurs assez connus sur Lyon, notamment le groupe Lavorel. Et par la suite, on a compris que si on voulait se doter d'une certaine crédibilité, se détacher de l'aspect effectivement start-up, c'est bien d'être au début, il faut vite évoluer vers la PME et nous on veut tendre vers le TI. Si on veut structurer la société et si on veut avoir un accès permanent au fonds, il est indispensable de se dire finalement, ce qui va répondre à ces 3 objectifs, c'est la bourse. Donc c'est ce qu'on a fait effectivement, ce qu'on a réalisé le 29 juin 2022. Et depuis, j'ai envie de vous dire, tout ce que je vous ai dit là, c'est réalisé avec des fonds, de la crédibilité et une structuration qui s'est renforcée. En dehors de vos écrans, est-ce que vous avez d'autres cordes à votre arc ou vous êtes vraiment spécialisé dans les écrans? Vous avez d'autres, puisque vous êtes un média, un groupe de médias? Oui, aujourd'hui, notre volonté, c'est de se dire, on a une possibilité de faire en sorte que chaque annonceur, qu'il soit local, régional ou national, ait une communication véritablement locale. Et on sait qu'aujourd'hui, le local est très très important. Donc aujourd'hui, effectivement, par habitude, on a toujours à peu près 70-75% de nos annonceurs qui étaient des locaux, donc vraiment le commerce qui est à proximité de la station, et 25% qui étaient des nationaux. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes-là puissent vraiment communiquer auprès du local avec une adaptation du point de vente le plus proche de la station. Et si je cible vraiment sur nos annonceurs locaux, le but, c'est d'être un fournisseur global pour eux, de leur permettre de communiquer à la fois sur nos écrans, vu qu'on réalise un contenu digital, de pouvoir leur proposer la programmation de ce contenu
sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook et Instagram, et leur proposer aussi de communiquer sur des supports tiers, puisque vous êtes en station-service, vous lâchez souvent votre voiture pour aller dans le centre commercial, qui peut être Carrefour, Auchan ou toute autre enseigne. Eh ben, on a conclu des accords stratégiques avec IMC, filiale du groupe Auchan, qui détient des écrans dans les malls, dans les centres commerciaux, mais également avec InStore Media, qui est majoritairement présent chez Leclerc et les foncières de Casino. Alors, vous allez bientôt investir la totalité du marché français. Est-ce que vous avez des ambitions européennes? Quels sont vos projets pour les années à venir? Alors, l'ambition forte, c'est de réaliser 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, en ayant déployé 550 stations supplémentaires. Ça rejoint les 1150 stations que je vous disais. Et à partir de 2026, on a la volonté de suivre ce chemin à l'international avec nos partenaires, en l'occurrence Total, mais aussi Carrefour, et d'autres enseignes, on l'espère, prochainement. D'accord, donc finalement, ce sont les distributeurs qui vont vous aider à aller sur le marché à l'international. C'est un peu ça, parce que disons qu'on a déjà fait nos preuves sur le territoire local. Il faut ensuite faire des bonnes analyses, se positionner correctement. Est-ce qu'on s'implante, j'ai envie de dire, in situ avec un développement classique? Ou est-ce qu'on a la volonté de faire une joint venture? Ou est-ce qu'on a la volonté d'acquérir une société pour aller plus vite et accélérer le mouvement? Mais je dirais qu'à partir du moment où on a fait nos preuves sur le marché national, une enseigne ne peut que nous faire confiance pour développer notre chiffre d'affaires. Manuel Berland, merci beaucoup. On était content une fois de plus de montrer qu'on a des entrepreneurs lyonnais qui réussissent. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet de Philope Media, F-I-2-L-U-P Media au singulier.fr. Si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez un mail à dgp@lyonmac.com. Merci. Merci Damien.